Un témoignage se poursuit dans un instant seulement. Nous allons recevoir notre invité, Monsieur Herman Kofi. Il est spécialiste donc des ressources humaines, expert en ressources humaines. Avec lui, nous allons parler de la compréhension de la rémunération totale. Quels sont ces calculs-là, des fois qu'on ne comprend rien du tout, pour aboutir à notre salaire? C'est vrai que nous, parfois, ce qui nous intéresse, je dirais même le plus souvent, c'est le résultat final. Vous savez, ce qui est inscrit en bas, le net à payer. Mais bon, avant ça, pour aboutir à ce net à payer, à tout ça, il faut des calculs. Et on va tout comprendre avec M. Herman Kofi juste après ceci. La rémunération, c'est une récompense que l'on a après le fruit de travaux qu'on effectue dans une entreprise ou dans une activité qu'on opère. La rémunération totale, pour moi, doit comporter la couverture santé, l'éducation des enfants, le bien-être de la famille, le quotidien de la famille, la vie sociale, le bien-être social, c'est-à-dire une maison, au moins un petit véhicule, se déplacer. Les entreprises évoluent dans un marché concurrentiel qui doit sans cesse prendre en compte les tendances du marché ainsi que les attentes des personnes qu'elles emploient. Et qui dit employé pense automatiquement salaire. En la matière, l'entreprise opte de plus en plus pour la rémunération totale. C'est l'ensemble des avantages pécuniaires, matériels et autres formes de récompenses reçues par l'employé. Quand on parle de rémunération totale ou globale, c'est un ensemble de rémunération, c'est un ensemble d'éléments qui en fait vont au-delà du salaire de base, du salaire et des avantages sociaux qui sont prévus. Donc, vous avez les avantages en numéraire, vous avez les avantages, ce qu'on appelle les sur-salaires, vous avez les avantages matériels. Tout ça fait partie de la rémunération. Par exemple, quand on dit, par exemple, on vous donne un véhicule de fonction, on vous donne un véhicule de service, on vous donne une dotation téléphonique, on vous prend en charge vos enfants, leur scolarité, une partie de leur scolarité, une partie de la prise en charge médicale. Tout ça, en réalité, quand on met tout ça bout à bout, vous avez un salaire qui est fixé, je dirais un montant qui vous est donné, on vous dit, ben, vous êtes payé à 700 000. Mais en réalité, quand on met à côté des 700 000, on met les avantages que vous avez, les avantages sociaux, les avantages que vous avez par rapport au rendement, par rapport à la production, par rapport même à la spécificité de votre fonction dans l'entreprise, on se rend compte qu'en réalité, vous êtes payé à plus d'1 million, 2 millions, 3 millions. Pour assurer sa compétitivité, l'entreprise doit rationaliser les coûts. Le DRH dispose à cet effet de diverses fiches pratiques. Celui qui a droit à la rémunération, d'abord le travailleur. Voilà, tout travailleur a droit à une rémunération. Voilà. Maintenant, en plus, lui qui travaille bien, lui qui est performant au travail, c'est-à-dire qu'on voit son rendement, on voit que son rendement est plus... Bon, il se donne à fond dans son travail. Moi, il mérite une rémunération. L'objectif de la rémunération totale, c'est véritablement d'attirer les compétences, d'attirer les meilleures compétences. Mais en même temps, de leur montrer que le salaire que vous percevez, à côté du salaire que vous percevez, et des avantages qui sont généralement affectés au salaire qu'on connaît, parce que les avantages qui sont affectés au salaire qu'on connaît, on sait que vous avez une prime de rendement, vous avez une prime de logement, vous avez une prime de fonction, vous avez une prime de service. Vous avez un certain nombre de primes déjà prévues par la convention collective ou par le droit du travail. Parce qu'on dit, par exemple, il y a un salarié qui occupe un poste de responsabilité, il y a une prime de responsabilité qui va avec, il y a une prime de fonction qui va avec, il y a une prime de salissure en fonction de l'activité qu'il a. En Côte d'Ivoire, le salaire minimum d'un employé est d'environ 60 000 francs CFA. La rémunération, outil essentiel à l'efficacité sociale et organisationnelle d'une entreprise, est fixée en tenant compte du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, de l'âge de l'organisation et surtout du niveau de rentabilité de la société. Et voilà, de retour donc sur le plateau, on aimerait aussi s'excuser par rapport aux images publicitaires dans cet élément indépendant de notre volonté. Revenons donc au sujet du jour, comprendre la rémunération. Notre invité est en plateau avec nous. Bonjour Monsieur Kofi. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour Marcelin. Alors, on va commencer par les définitions d'usage. Qu'est-ce que c'est que la rémunération totale?
Alors, merci pour l'occasion que vous me donnez de traiter ce thème qui est un thème très délicat en entreprise. Alors, parler de rémunération totale, nous sommes en train de parler de la rémunération dans son sens le plus large. Alors, la rémunération totale, c'est l'ensemble des éléments pécuniaires et les avantages de toutes sortes qu'un employeur offre à ses travailleurs en contrepartie de leur force de travail. Alors, cette rémunération-là peut être matérialisée dans un contrat de travail, comme elle peut ne pas l'être. Vous prenez par exemple, l'environnement de travail n'est pas matérialisé dans un contrat de travail. Vous prenez par exemple, la qualité du management n'est pas matérialisée dans un contrat de travail. Mais par contre, quand vous prenez les salaires et les primes indemnités, cela est matérialisé dans un contrat de travail. Alors, donnez-nous, monsieur, la nomenclature exacte. Parce que j'ai entendu quelque chose tout de suite qui m'a fait sauter. La qualité du management, c'est une rémunération aussi. Effectivement. Donc, quand votre manager ou vos managers ne sont pas up-to-date, ça veut dire que vous êtes mal rémunéré. On peut dire ça comme ça? On peut le dire ça comme ça, entre griffes. Mais je vais expliquer ça. Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'en termes de rémunération totale, vous avez trois structures. La nomenclature. Voilà, la nomenclature. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les salaires et primes et indemnités, qui sont les éléments que le salarié reçoit directement sur son bulletin, c'est les éléments en espèces. Vous avez ce qu'on appelle les avantages tangibles, ce sont les biens ou services qu'on peut évaluer, dont on peut évaluer la valeur financière. Vous avez par exemple un véhicule de fonction, vous avez un ticket de resto qui est offert par l'entreprise. Des primes. Voilà, vous avez une retraite complémentaire qui est offerte par l'entreprise. Troisième chose dont je parlais tout à l'heure, ce sont les avantages intangibles qu'on ne peut pas évaluer financièrement. Vous avez la culture d'entreprise. Vous avez l'environnement dans lequel le travailleur évolue, vous avez la qualité du management, c'est-à-dire les relations entre un responsable hiérarchique et son collaborateur sont des éléments qui font partie de la rémunération totale au sein d'une entreprise. Ça veut dire que vous pouvez avoir 1 million, 3 millions, 4 millions, 5 millions par mois, mais si la culture d'entreprise n'est pas vraiment majuscule et si l'environnement dans lequel vous gravitez vraiment est hostile à votre épanouissement et si la qualité du management vraiment c'est pas ça, on peut vous considérer comme étant mal rémunéré. Effectivement. C'est-à-dire, vous voyez, les études montrent que la majorité des personnes qui démissionnent, quand vous leur posez des questions, généralement, c'est sur la qualité des rapports, la qualité des relations, l'environnement de travail, qui est un élément très important dans une politique de rémunération, dans la mise en place d'un système de rémunération que tout employeur doit prendre en compte. Ce n'est pas seulement la partie pécuniaire, les espèces qui comptent. Il y a à côté de cela tous les avantages intangibles qui sont des éléments importants dans une politique de rémunération. Pour ainsi dire, il faut vraiment porter les habits de l'entreprise quand on arrive et puis laisser toute suspicion hors de la porte. Effectivement, parce que la politique de rémunération veut donner des signaux. Des signaux à qui? Des signaux à des salariés, à des candidats, des signaux à la société en termes de marque employeur. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte. Alors, dites-nous, quel est le cadre légal de la rémunération dans notre pays? Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons les articles 31 qui parlent de la rémunération. Vous avez le principe du respect du SMIC, qui est aujourd'hui, comme le documentaire le disait, de 60 000 francs. Vous avez les minima catégoriels qui sont définis. Vous avez à côté de ça le principe de non-discrimination qui dit à travail égal, salaire égal, quel que soit... Oui, effectivement. À travail égal, salaire égal, quel que soit le sexe. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. C'est catégorisé en fonction des postes, des corps de métier, c'est ça? Non. La loi nous dit à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, et vous avez le même poste, vous avez le même diplôme, vous devez avoir la même rémunération. Voilà. La seule chose qui pourrait justifier une différence de rémunération, certes, il y a l'ancienneté, mais il y a la performance. Si l'autre est plus performant que vous, c'est sûr que vous n'allez pas avoir la même rémunération en termes de performance. Mais cette performance est mesurée par des indices objectifs. Effectivement, il y a un système d'évaluation qui est mis... Il y a tout un système d'évaluation qui est mis en place par les contrats objectifs qui sont pris en compte au début d'année. Après, il y a une évaluation qui est faite, un entretien d'évaluation avec son manager pour pouvoir vraiment reconnaître les meilleurs... Sur des bases objectives. Effectivement. Effectivement. Alors, M. Kofi, quels sont les éléments qui permettent de déterminer la rémunération d'un travailleur en entreprise? Alors, beaucoup de facteurs peuvent permettre de déterminer la rémunération d'un travailleur en entreprise. Nous allons citer quelques-uns. Vous avez le diplôme. Le diplôme peut permettre de déterminer le niveau de rémunération d'un travailleur. Vous convenez avec moi que quelqu'un qui a un BTS et quelqu'un qui a un Master 2 n'auront pas la même rémunération en entreprise. Vous avez les exigences du poste. Les exigences du poste peuvent déterminer aussi une différence de rémunération. Vous avez aussi le niveau de compétence qui est demandé pour un poste, le niveau de compétence du travailleur.
Et vous avez aussi la performance du travailleur, la performance qu'il va vraiment apporter à l'entreprise. Tous ces éléments-là permettent de pouvoir déterminer la rémunération d'un travailleur. Mais à côté de ça, nous avons aussi le prix de l'emploi sur le marché aussi. Voilà. Faut regarder cela parce que si vous décidez de rémunérer au minima catégoriel pendant que votre concurrent, lui, il est au-delà des minima catégoriels, c'est sûr qu'il va débaucher tous vos salariés. C'est clair. Voilà. Donc c'est toute une structure à mettre en place. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de concurrence et rémunération? Alors, vous, en tant que DRH, quelle est pour vous la ligne la plus attractive pour une entreprise pour avoir une rémunération vraiment qui respecte à la fois le genre, qui respecte à la fois l'épanouissement, l'environnement et puis aussi la culture du management? Ok. Alors, merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, vous avez les obligations réglementaires qu'il faut respecter, notamment sur le principe de non-discrimination. Ça, ce n'est pas à négocier. L'employeur est tenu de respecter ses obligations. Deuxième chose, quels sont les objectifs recherchés par l'organisation en termes de rémunération? Est-ce que je vais attirer des gens, des candidats dans mon entreprise? Est-ce que je vais fidéliser mes collaborateurs qui sont sur place? Donc, à partir des éléments de votre politique et stratégie d'entreprise, vous avez déterminé la politique de rémunération de votre entreprise. Je donne un exemple très simple. Si vous êtes à une entreprise qui est en stade de déclin, vous n'allez pas chercher à rémunérer les gens à un haut niveau parce que vous avez réduit les coûts. Mais par contre, si vous êtes une entreprise qui est au démarrage de son activité ou qui est en pleine croissance, votre politique de rémunération, vous allez chercher à attirer les meilleurs pour votre croissance. Voilà. Ouais, c'est le cas de certaines sociétés qui sont en pleine croissance aujourd'hui, qui ont une politique de rémunération vraiment au-delà du marché. Voilà. Alors, parlons toujours de ce même cas-là. Est-ce que la mutation d'une grille à une autre est encadrée et sous combien de délais? Alors, ce qu'il faut savoir sur les grilles salariales, c'est que la réglementation nous donne des minima catégoriels, voilà, qui sont le cas dans lequel nous pouvons évoluer. Mais les entreprises aujourd'hui, par rapport à la compétitivité ou l'attraction, la fidélisation de certains salariés, décident de pouvoir aller au-delà des minima catégoriels. Et pour pouvoir être attractifs, notamment sur les compétences, les meilleures compétences sur le marché, ils partent au-delà de ces minima-là. Et ils rentrent dans ce qu'on appelle la rémunération globale, qui va au-delà de tout ce qui est pécunier et qui va partir dans les avantages tangibles, les avantages intangibles, comme je le disais tout à l'heure. Monsieur Kofi, est-ce que l'uniformité de la grille est une utopie dans une entreprise? Par exemple, dans le privé ou bien dans le semi-privé, je sais pas, dans les sociétés mixtes, est-ce qu'on peut tendre vers une uniformité, savoir que oui, ici, de tel niveau à tel niveau, voilà, on a ça? Parce que dans nos entreprises, Monsieur Kofi, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. On vous recrute, on ne sait pas, dans le bureau, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, on ne sait pas ce qui se dit. Et puis, normalement, la fiche de... Comment on dit ça? La fiche de salaire, c'est ça, non? Le bulletin de salaire est individuel, mais dans les entreprises, tout le monde sait ce que l'autre gagne. Alors, comment on peut faire pour lutter contre tout ça? Alors, première chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir, votre orientation au niveau de la politique de rémunération. Est-ce que vous décidez de communiquer sur votre politique de rémunération ou est-ce que vous décidez d'en faire un sujet tabou? D'abord. Voilà. Ça, c'est ça d'abord. Alors, si je décide de communiquer sur ma politique de rémunération, c'est que je vais envoyer des signaux à des personnes bien précises. Ça peut être les candidats à l'embauche, ça peut être des collaborateurs qui sont en interne que je veux fidéliser, qui sont très performants et très compétents. J'envoie des signaux à travers ma politique de rémunération. Deuxième chose, je peux en faire un sujet tabou, je n'en parle pas, soit parce que ma rémunération n'est pas compétitive sur le marché, soit à raison ou à tort, l'employeur peut décider de ne pas en parler de sa rémunération. Mais ce qui est conseillé généralement dans les cas d'entreprises compétitives, c'est qu'il faut communiquer sur sa politique de rémunération. Parce qu'elle vous permet de pouvoir attirer, elle vous permet de pouvoir fidéliser, elle vous permet de pouvoir atteindre les objectifs, de mobiliser le personnel pour pouvoir atteindre les objectifs. Maintenant, s'agissant de la grille des salaires, comme je disais, l'entreprise est tenue au minima catégoriel. Voilà. Mais par rapport au principe d'équité, dont la loi parle, il faut que les matrices d'augmentation, les principes d'augmentation soient communiqués, soient connus de chaque salarié. Voilà. Afin de ne pas qu'il y ait des perceptions d'iniquité au niveau de l'organisation. Mais les entreprises où ça monte, c'est comme les battements cardiaques. C'est clair. C'est comme les indications des battements cardiaques, ça monte, il y a des disparités flagrantes. Qui ne respectent aucune règle. Effectivement. C'est mon ami,
il est dans une autre entreprise. Quand il arrive, il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Il y a un fossé. Il a un salaire même qui n'est même pas compris dans la grille normale. Voilà. Il y a un fossé même qui est comme le Grand Canyon du Colorado. Oui, ça, je comprends en fait. Vous avez besoin, par exemple, il y a le ratio contribution-rétribution. Mais en même temps, l'employeur a besoin de compétences clés. Si l'employeur estime qu'il y a un candidat qui a une compétence clé qui veut débaucher, vous imaginez, il va débaucher la personne qui a une rémunération dans son entreprise. Il arrive et il a besoin d'avoir une rémunération plus intéressante, plus conséquente pour pouvoir démissionner de l'entreprise et venir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut éviter qu'il y ait des perceptions d'iniquité en matière de rémunération. À partir du moment où quelqu'un qui occupe un poste, ou deux personnes qui occupent un poste, ont le même diplôme, ont la même compétence, ont la même performance, un a une rémunération supérieure à l'autre, il y a une perception d'iniquité et ça peut créer un problème dans la politique de rémunération. Ça peut créer un problème de rotation, un problème de démission. Mais dans des entreprises, M. Kofi, ils ont trouvé la formule. Ils vont dire, bon, OK, puisque c'en est ainsi, M. X, M. Y, ils ont le même salaire. Mais là où il y aura le X, c'est ce dont on a parlé, les avantages. L'autre aura des avantages, l'autre aura des primes, mais on va toujours s'arranger avec la comptabilité ou les ressources humaines pour faire passer ça de façon officielle comme bien. Alors qu'en bas, il y a tout un fossé, comme je disais, large comme le Grand Canyon du Colorado. C'est ce que je disais. Le principe est clair dans l'article 31. À travail égal, salaire égal. À partir du moment où c'est normalement. Voilà, normalement. La seule différence qui peut se faire, comme je le disais tantôt, c'est sur la performance. Si l'autre a performé que vous, c'est sûr qu'en termes de rémunération variable, il aura une rémunération qui sera supérieure à la vôtre. Il faut des instruments objectifs pour quantifier et qualifier la performance. Parce qu'il y a performance. Il y a performance pour l'entreprise, il y a performance pour le patron seul. C'est ça. L'enjeu aujourd'hui, hein. L'enjeu pour l'organisation, c'est de mettre en place des critères transparents, des critères fiables, des critères qui permettent, qui orientent sa politique de rémunération, des critères qui sont partagés par l'ensemble de l'entreprise, des critères qui véhiculent le message que l'entreprise veut transmettre aux travailleurs. Voilà. Monsieur Kofi, l'incidence de la hiérarchie dans ce système-là, je prends un exemple, hein. Quand un subalterne est plus payé que son directeur, est-ce que c'est normal ou ça répond à quelque chose d'encadré? Alors, la première des choses que je ferai en tant que DRH, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un subalterne est plus payé que son collaborateur. Alors, partant d'abord de la grille, un subalterne ne peut pas être plus payé que son salaire quand vous partez d'une grille de salaire. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une anomalie. Ça, ce n'est pas possible. À partir de ce moment-là, il y a une anomalie. Maintenant, des accessoires, sur les accessoires de rémunération, notamment sur la performance. Si le subalterne a performé, il avait un objectif de performance où, à la clé, il avait 2,5 millions ou 3 millions, c'est sûr qu'il peut avoir plus de rémunération que son responsable hiérarchique, peut-être qu'il n'a pas été performant. Voilà. Parce qu'il y a la rémunération de la performance individuelle, mais il y a la rémunération de la performance collective. Sur la performance individuelle, peut-être que ce collaborateur-là a véritablement travaillé, il a vraiment performé, il a su performer, pour le dire. Voilà. Alors, moi, je prends un cas concret, parce qu'ici, on aime ça, on aime ce qui est pragmatique. Un employé qui a un diplôme de cadre, mais qui fait un métier où il est constamment debout. Et un autre qui a le même diplôme, qui est dans un bureau, avec une secrétaire, tout ça pour les besoins du travail, et l'autre, il est constamment sur le terrain. Ils n'ont pas la même rémunération. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est ce que je disais. À travail égal, salaire égal. Si l'entreprise décide de rémunérer le poste ou la personne, il y a des entreprises qui rémunèrent la personne, ça existe. Ou vous essayez de rémunérer le poste ou le niveau d'études, le niveau académique. Dans ce cadre-là, à niveau académique égal, vous serez rémunéré de la même manière. Mais si vous décidez de rémunérer la personne, c'est la personne que vous rémunérez. Donc, c'est sûr que deux personnes ayant le même diplôme n'auront pas la même rémunération. Et ça, c'est un choix qui est fait. Voilà, c'est un choix de l'employeur. Dans le cas, quand on veut, par exemple, attirer une pépite qui est chez le concurrent, là, on peut mettre tout ça dans la balance. Oui, non, même quand vous voulez attirer une pépite qui est chez le concurrent, il faut tenir compte du principe d'équité. Voilà, parce que vous avez d'autres salariés qui sont là. Bien sûr. Voilà, même à compétence égale, ils ont les mêmes diplômes et vous faites venir quelqu'un, vous lui donnez une autre rémunération supérieure à ces personnes-là. Il y a d'autres outils de rémunération qui permettent de pouvoir faire la différence entre ces personnes-là. Voilà. Et à ce niveau, c'est un choix qui est fait au préalable et qui n'est pas changeable en cours de route. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le caractère, il y a la fixité des éléments de rémunération, il y a le caractère permanent. Alors, donc c'est pour ça que de plus en plus, pour pouvoir atteindre les objectifs des entreprises, nous orientons vers la rémunération du variable.
de variables individuelles. On peut vous proposer par exemple un bonus sur un objectif. Alix, vous atteignez vos objectifs, en fin d'année, vous avez 5 millions ou 10 millions voilà, dans l'année. Ça, c'est variable. Ce n'est pas atteint, vous ne l'avez pas. Ça n'a pas un caractère permanent, donc ça ne pèse pas sur les charges d'exploitation de l'organisation. Voilà. Alors, M. Kofi, on a remarqué que la rémunération est considérée souvent comme un sujet tabou dans certaines entreprises, notamment dans nos pays au sud du Sahara. C'est ça. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que vous, en tant que responsable des ressources humaines, vous pouvez faire avec vos pairs, par exemple, pour que l'argent puisse être démystifié, décomplexé. Effectivement, malheureusement, le but des choses, la rémunération est considérée comme un sujet tabou. Même dans les couples, vous voyez que même monsieur et madame, personne ne connaît le salaire de l'autre. Et ça fonctionne comme ça. Donc c'est pareil comme entre l'entreprise et puis le salarié, il y a des sujets tabous. Mais sur la question, vous avez deux types d'employeurs. Déclarez-vous bien. Vous avez deux types d'employeurs. Vous avez des employeurs qui décident de communiquer sur la rémunération, sur la politique de rémunération. Par exemple, on sait que les directeurs dans cette entreprise ont ceci, les sous-directeurs ont ceci, les chefs de service ont ceci, et ceux qui entrent en premier... En termes d'avantages. Voilà. En fait, vous avez des employeurs qui décident de communiquer sur la politique de rémunération, qui valorisent chaque composante de la politique de rémunération. C'est l'idéal? Pourquoi ils le font? C'est l'idéal. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent attirer des gens, ils veulent fidéliser les gens, ils veulent donner un signal. Il y a la théorie des signaux. Ils veulent donner un signal à certaines personnes, notamment les candidats à l'embauche, notamment les gens qui sont en interne. Vous pouvez décider, par exemple, de valoriser la culture de votre entreprise à travers la politique de rémunération. Vous pouvez décider, par exemple, de valoriser certains comportements de management à travers la politique de rémunération. Tout dépend de l'employeur lui-même. Vous avez, deuxièmement, un type d'employeur qui décide de ne pas communiquer sur sa politique de rémunération, à raison ou à tort. Mais les risques, c'est que vous n'êtes pas attractif en matière de rémunération. C'est sûr que quand vous ne communiquez pas, aucun candidat ne sait ce que vous donnez comme rémunération. Ils estiment qu'il y a un problème d'équité, la perception n'est pas bonne sur votre politique de rémunération. Mais à partir du moment où les composantes de votre politique de rémunération sont conduites des parties prenantes, vous pourrez facilement embaucher, vous pourrez facilement fidéliser les salariés. Monsieur Kofi, parlons de la fixation des salaires. Quand on était en camp, on s'en souvient sur les bancs de la fac, on avait le doux rêve de se dire qu'il y avait des propositions qui étaient faites et puis on pouvait négocier ça et là pour trouver un consensus. Aujourd'hui, c'est fixé par l'employeur et puis bon, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que c'est normal? Alors, la fixation, l'employeur fixe une rémunération de base. Vous avez une plage catégorielle très souvent, qui part d'un élément, d'un minima à un maximum en passant par une rémunération médiane. Alors vous, en tant que travailleur, vous venez offrir vos compétences à un employeur. Alors vous avez la latitude, sinon vous avez l'obligation de négocier votre rémunération. Quand vous connaissez vos compétences, quand vous savez que vous êtes bon, quand vous savez que vous avez des compétences vraiment qu'on ne trouve pas comme ça sur le marché. À partir de ce moment, quand vous êtes face à un employeur dans le cadre d'un recrutement, vous négociez votre rémunération, très clairement. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre une rémunération parce qu'un employeur vous la propose. Il peut vous la proposer. Vous dites OK, mais moi j'estime que ma valeur, que la contribution que je vais apporter à votre entreprise là, ne mérite pas ces rétributions-là. Voilà ce que je propose en termes. C'est une négociation qui s'est faite au fil de l'eau jusqu'à ce que vous tombiez sur un compromis. Voilà. Alors, un employé lambda, vu ses compétences, peut vraiment aller voir son responsable hiérarchique suprême pour lui dire, vraiment, vous lui dire ce que vous venez de dire là, par rapport à mon évolution, par rapport à mes états de service, à mes diplômes, voici ce à quoi j'aspire. Est-ce que ça ne paraît pas prétentieux, c'est des choses normales? Alors, vous savez, dans les entreprises, en cours d'année, il y a ce qu'on appelle la revue du personnel, le People Review, ou l'entretien d'évaluation. Ça, c'est dans quelles entreprises ça? Mais oui, bien toutes les entreprises font ça. C'est des entreprises normales. Une entreprise qui veut atteindre ses objectifs est obligée en début d'année de pouvoir fixer les objectifs aux salariés. Sinon, on navigue à vue. On ne sait pas où on va. Avec des moyens conséquents. Parce qu'une chose est de fixer des objectifs, et puis une chose est de mettre à disposition des choses assez concrètes pour que les employés puissent être plus épanouis en atteignant ces objectifs. C'est tout un processus. Objectif, moyen, réalisation, reconnaissance. Voilà. Et pas objectif moyen pour d'autres et objectif demi-moyen pour certains. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs comme ça. Pas les moyens, ce n'est pas possible. Ça, c'est clair. Voilà. On vous dit d'aller d'un point A à un point B, qui vous fait 10 km en 5 minutes. Si vous n'avez pas un véhicule, vous ne pouvez pas le faire. On vous dit de faire le 100 mètres avec Usain Bolt et on vous coupe les pieds. C'est un peu la même chose.
C'est un peu ça. Voilà. Une Donc, balle pour dire, dans le il y pied. a les moyens qu'il faut mettre à la disposition des personnes, leur donner des objectifs, et cela leur permet de pouvoir atteindre leurs objectifs. De votre avis général, est-ce que les entreprises ivoiriennes respectent ce que vous dites là? Sont dûment constituées dans ce sens-là pour pouvoir respecter le cadre de la rémunération? Alors, pour ma petite expérience, les entreprises que j'ai côtoyées, vous avez deux types d'entreprises. Les entreprises qui sont bien organisées, qui ont mis en place un système d'évaluation qui, à la fin, vous avez une rémunération qui est octroyée. Sont les plus nombreuses? Vous avez, j'en viens, vous avez par exemple des entreprises qui ont des grilles de salaire bien élaborées, les critères sont bien définis, mais à côté, vous avez un secteur informel où il n'y a aucun critère qui définit les rémunérations, et certaines rémunérations sont souvent données comme ça, et il y a une perception d'iniquité, il y a beaucoup de problèmes dans ces entreprises. Et dans la balance, qui est plus nombreux? Et je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous donner les chiffres aujourd'hui, mais je pense que l'inspection du travail qui doit s'assurer de la mise en œuvre des minima catégoriels doit pouvoir avoir les chiffres sur ces trucs-là. Voilà. Et concernant ces questions, on a tendance à penser que le secteur privé est mieux loti que le secteur public. Est-ce une vérité absolue? Alors, ça dépend. Ça dépend. De quoi? Vous avez des secteurs publics qui sont bien lotis. Vous avez des secteurs privés qui sont aussi bien lotis. Nous faire le listing. Et vous avez des secteurs privés qui sont mal lotis. Et vous avez des secteurs... Pour quelqu'un qui donnait ça à l'inspection du travail, apparemment, vous avez vos propres statistiques. On constate ça. Ben oui, c'est l'expérience. Vous voyez, quand vous êtes dans un réseau de ressources humaines, vous causez avec certains de vos pairs, vous avez des informations par-ci, par-là. On va se rapprocher de vous. Et dans nos enquêtes, nous constatons tout ça aussi. Alors, M. Kofi, pour terminer, comment comprendre la rémunération totale? J'ai envie de vous demander, est-ce que finalement la rémunération, c'est un état d'esprit? C'est un état d'esprit, hein? Ce n'est pas forcément quelque chose de mercantile, d'argent, mais c'est un feeling, quoi. C'est-à-dire, il y a l'argent qu'on va vous donner, ce qu'on va calculer, mais il y a ce qu'on ne pourra pas calculer aussi, mais qui est aussi déterminant. Ça, c'est bien résumé. Vous avez le contrat de travail qui comprend certains éléments de rémunération, salaire de base, ainsi de suite. Mais vous avez derrière un contrat psychologique. Quand je parle de la qualité du management, quand je parle de la culture d'entreprise, quand je parle de l'environnement de travail, ce n'est matérialisé dans aucun contrat de travail de salarié. Voilà. Mais tous ces éléments sont à prendre en compte dans une politique de rémunération. Et au-delà, parlons toujours de la psychologie, la rémunération détermine le train de vie et le niveau de vie que les personnes ont, et c'est très important. Effectivement. Faire attention. Voilà, merci. Et le genre dans tout ça, les femmes, est-ce qu'elles ne sont pas lésées? Est-ce qu'elles ne constituent pas de plus en plus la dernière roue du carrosse? Alors, l'une des batailles de l'OIT aujourd'hui, c'est à salaire égal. À diplôme égal, salaire égal. Voilà. Donc, c'est vraiment le fer de lance de l'OIT. Vous avez des indicateurs sur ces points-là qui sont regardés chaque mois dans certaines entreprises, notamment la différence entre la rémunération des femmes et la rémunération des hommes. Voilà. Donc, c'est vraiment regardé de près par certains organismes internationaux. Le moins qu'on puisse dire, M. Kofi, c'est que désormais, Alix et moi, on va regarder nos bulletins de salaire de notre œil. Merci d'être resté avec nous, M. Kofi. Je rappelle qu'avec vous, nous évoquions la compréhension de la rémunération totale.